n'a pas été en général mis en évidence. Beaucoup des grands astronomes du passé ont été des amateurs, voire des autodidactes, et c'est de ces gens-là que j'ai choisi de vous parler ce soir. Alors en fait, deux grandes traditions traversent toute l'histoire de l'astronomie classique. D'une part, l'astronomie de position, ou astrométrie, qui est aujourd'hui plus ou moins en voie d'extinction, sauf à renaître comme outil de l'astrophysique, avec par exemple les satellites Hipparcos ou Gaïa, qui vient d'être lancé. Et cette première tradition de l'astrométrie, qui remonte à Hipparque et à la plus haute antiquité, avait atteint son apogée au XVIIIe siècle. La seconde grande tradition, c'est l'astrophysique, qui n'a pris son essor qu'au XIXe siècle, pour s'épanouir au XXe siècle, jusqu'à envahir tout le champ de l'astronomie. Alors j'ai montré dans mon livre que la première de ces traditions avait été essentiellement fille du commerce et de la guerre, avec les grands astronomes comme Clavius, Kepler, Cassini, Bradley, Lacaille, Lalande, Maskelyne, Le Verrier, Airy, voilà, je les ai tous nommés, toute cette glorieuse filière des mathématiciens de cours, et puis d'observatoire, celle des astrologues, des savants ecclésiastiques, des académiciens, des astronomeurs royaux, directeurs de l'observatoire de Greenwich, des membres du bureau des longitudes à Paris. Nous avions affaire à des fonctionnaires auprès des souverains ou des États, comme jadis à Babylone ou en Chine. Ils étaient chargés essentiellement d'utiliser les astres comme balises célestes pour des objectifs qui revêtaient une importance pratique ou stratégique ou idéologique considérable. Le calendrier, l'astromancie, la longitude, la cartographie, plus tard la géodésie, la mécanique céleste, la métrologie, l'heure légale, les faisceaux horaires, etc. Voilà quel était le métier des astronomes professionnels pratiquement jusqu'au XXe siècle. Et cette astronomie officielle n'a jamais fait preuve, quoi qu'on en dise, d'une grande curiosité, ni d'un intérêt particulier pour ce qui nous semble aujourd'hui, à nous, le but principal, le but même de l'astronomie, l'étude de la nature des astres ou les spéculations sur les mystères de l'origine et de l'évolution de l'univers. Typique à cet égard, les anciens catalogues d'étoiles, par exemple, qui ne servaient qu'à fixer des repères dans le ciel pour y mesurer précisément les déplacements des astres du système solaire. Ou alors, typique également, les anciennes histoires de l'astronomie, comme celle de Jean-Baptiste Delambre sous l'Empire, où il n'est question que des progrès dans la précision des mesures d'angle. Ou bien encore le discours de l'abbé Grégoire à la tribune de la Convention en 1795, où il appelle à rivaliser avec les Anglais, qui, bien convaincus que sans astronomie on n'avait ni commerce ni marine, ont fait des dépenses incroyables pour pousser cette science vers la perfection. Ou encore l'opinion d'un Le Verrier, qui règne sur l'astronomie française au milieu du XIXe siècle, et pour lequel les planètes ne sont que des mottes de boue, qui peuvent être sans inconvénient remplacées, comme dans ses calculs, par leur centre de gravité. Alors, bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des gens, comme par exemple Giordano Bruno, ou Descartes, Fontenelle, Emmanuel Kant, qui théorisent sur la pluralité des mondes habités, sur la formation du système solaire ou sur les univers-îles. Mais justement, ces gens-là ne sont pas du tout des astronomes. Ce sont des théologiens, des philosophes très marginaux par rapport à l'activité des observatoires. Et dans l'ensemble,
jusqu'à l'époque de la Révolution française, ou même bien plus tard, l'astronomie reste une science essentiellement astrométrique, orientée vers les applications utilitaires ou vers les progrès de la mécanique newtonienne, la science des orbites. Alors, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que la seconde grande tradition astronomique, en revanche, celle qui va se tourner vers la nature des astres, vers l'étude des structures du cosmos, de son origine, de son évolution, a été, de son côté, la fille de la curiosité et du travail d'astronomes amateurs. Sans doute, pour cette raison, elle est demeurée très marginale pendant la plus grande partie du XIXe siècle, en marge de l'astronomie officielle. Je vais donc défendre la thèse que pendant l'époque 1780-1930, un siècle et demi environ, ce siècle et demi qui voit justement la naissance de l'astrophysique et de la cosmologie moderne, ce siècle et demi a été le véritable âge d'or des astronomes amateurs. Je voudrais vous montrer plus spécifiquement que pratiquement toutes les pistes, toutes les techniques nouvelles défrichées pendant cette période l'ont été par des autodidactes. Et qu'au total, toute l'astronomie, telle que nous la connaissons et la comprenons à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'exploration de l'univers à l'aide de puissants moyens d'observation comme les grands télescopes, la spectroscopie, la photographie, les ondes invisibles, l'infrarouge, la radio, a été une création de ces amateurs du passé avant d'être professionnalisés, c'est-à-dire quantifiés, théorisés et enseignés au cours du XXe siècle par les générations les plus récentes d'astronomes officiels. Alors évidemment, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un amateur exactement? Est-ce que Tycho Brahe, par exemple, le prince danois, astrologue et archiviste, qui étudia à l'œil nu les comètes et les novae, Galilée, qui en utilisant pour la première fois une lunette astronomique a découvert les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus et les taches du Soleil. Est-ce que Christian Huygens, l'aristocrate hollandais dont Descartes avait été le précepteur, qui a identifié l'anneau de Saturne, la calotte polaire de Mars, ou dessiné la grande nébuleuse d'Orion, ou encore Hevelius, riche brasseur et conseiller municipal de Danzig, qui établit la première carte lunaire détaillée, est-ce que ces gens-là étaient des astronomes amateurs? Eh bien, à mon sens, oui, en quelque sorte. Et je vous invite à les considérer comme les ancêtres de tous ceux dont il va être question dans un instant. En effet, si nous retenons comme définition de l'amateur quelqu'un qui n'a pas de formation préalable en astronomie, qui vit d'autres sources de revenus, il y a plusieurs types de ce genre qu'on trouve déjà chez ses grands ancêtres. Le savant universel, comme Galilée ou Huygens, nullement spécialisé en astronomie, le riche dilettante, comme Tycho Brahe ou Huygens encore, le commerçant ou l'artisan autodidacte complet, comme Hevelius. Beaucoup, au demeurant, nous allons le voir, deviendront des professionnels, dans la mesure où, une fois leur réputation faite, ils se voient offrir des postes prestigieux ou simplement des financements officiels. C'est déjà le cas de Tycho Brahe à la cour du Saint-Empereur germanique à Prague, de Galilée à la cour du duc de Toscane à Florence, ou de Huygens à la cour du roi Soleil à Paris. Ce qui caractérisera tous ces amateurs par rapport aux astronomes professionnels, c'est véritablement leur passion pour le ciel, souvent catalysée par la mise en œuvre d'une technique innovante. La mécanique, l'optique, les grands instruments, plus tard la photographie, la spectroscopie, plus tard encore la radioélectricité. Ce qui fait la gloire de tous ces amateurs, c'est en général d'avoir été les premiers sur des terres vierges.
En revanche, souvent sans aucune formation scientifique préalable, ils font peu de travail quantitatif. Alors, le premier de ces grands amateurs qui vont révolutionner l'astronomie classique en ouvrant la piste de l'astrophysique, le prototype même de l'amateur devenu un illustre astronome, celui qui va en quelque sorte inspirer tous les autres, c'est un Saxon immigré en Angleterre, musicien de profession, contemporain de Haydn, Mozart et Beethoven, William Herschel. Ça n'était pas un petit musicien. Lorsqu'il se met à consacrer son peu de temps libre à l'astronomie, il a déjà plus de 30 ans et il a une activité débordante de musicien dans la ville d'eau chic de Bath,